Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, dans le SA, pour l'autre numéro mise au point. Matin, nous allons parler Minute Juste. Habillé, depuis 16 octobre, Minute Juste rentré dans la question 1, puisque le mandat ministre est arrivé dans Boutli. Nous avons toute cérémonie officielle qui était faite pour lancer Minute Juste. Et là, il y a une convocation à l'extraordinaire pour le corps législatif. Côté au mandat sénateur et député, pour pencher sur l'accord de siège qu'il y ait l'État haïtien Nations Unies dans le cadre de mission ça. Est-ce que là, il est trop tard ou bien beaucoup trop tard? L'état de réaction, M. Diallo, qui est représentant et spécial adjoint secrétaire général en Haïti, qui a dirigé pourquoi il est là, ministre qui croit que, quel que soit ce qui va sortir dans le Parlement, le pape engagé, puisqu'il a gagné un rapport administratif avec l'État haïtien. Donc, nous allons regarder tout ça avec un spécialiste en droit international, professeur James Boyard, qui écrit sous Opération de maintien de la paix. J'ai un livre qui était fait la une, qui était dans le livre en folie d'ailleurs, l'ONU, Opération de maintien de la paix en Haïti. Nous avons gagné pour nous garder avec le professeur Boyard dans la situation qui doit être fait. Est-ce que le Parlement doit continuer, même s'il continue, jusqu'à côté le cas arrivé et qui a une réaction, n'est-ce pas, aux Nations Unies après et accord siège fin voté au niveau du Parlement haïtien dans le cadre de convocation à l'extraordinaire. Professeur Boyard, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Un plaisir partager, Serginho. Bonjour TNH. Parfait. Alors, pour Minute Juste, pour Ministère, c'est pratiquement la fin. Là, son nouvelle mission. Généralement, comment ça y est, les Nations Unies ont décidé pour voyer aux missions dans le cadre d'un pays, non pays membre des Nations Unies? En réalité, il y a 4 procédures, il y a 4 étapes et le Conseil de sécurité a supposé suivre pour être capable de créer une opération de maintien de la paix à la taille de la MINUSTA ou à la nature de la MINUJUST. Et 4 étapes, ça, d'abord, il y a l'étape de la qualification. Il faudrait qualifier la situation du pays comme étant soit un cas d'agression, ou encore une rupture à la paix, ou encore une menace à la paix. Si nous en présence d'une rupture à la paix, nous en présence d'une menace à la paix, ou nous en présence d'un acte d'agression du pays concerné, eh bien, il qualifie acte là comme tel, eh bien, il passer à la deuxième étape. Côté, il prend un pouvoir de recommandation. Recommandation, côté, recommander pays à des mesures provisoires à adopter pour mettre fin à la situation. Si le pays n'a pas mis fin à la situation, l'on dit les prudents, il passe à une troisième étape. La troisième étape, c'est côté, il adopter des mesures de contrainte non armées. Des mesures de contrainte non armées, le plus souvent, qui c'est des mesures de contrainte diplomatiques ou économiques, tant qu'embargo, etc. Et puis, si le pays n'a pas changé, pas modifié le comportement, la situation était telle qu'elle, il passe à une quatrième étape, qui c'est les mesures de contrainte armée. Donc, ce qui fait que les modèles d'opération de maintien de la paix s'inscrivent dans le cadre de l'application des mesures de contrainte armée et contre un pays, telles que ça nous a gagné, opération que nous avons gagné en Afrique, et en Rwanda par exemple, après le génocide, c'est opération que nous avons gagné par exemple au Kosovo, et dans les années 93-94, et en Somalie et en Haïti avec la MINUSTA. Ces pays membres pour faire demande là, ou bien c'est le Conseil de sécurité qui a estimé que c'est nécessaire pour l'opération de maintien de la paix dans le pays ça? En réalité, il faut dire qu'il y a eu une évolution dans la doctrine de déploiement des opérations de maintien de la paix. Il y a eu 3 évolutions parce que il y a ce qu'on appelle les opérations de première génération, les peacekeeping, ce qui date de 1948 à 1970. Donc, dans le cadre des opérations de peacekeeping, c'est les États, les parties concernées qui devraient autoriser justement le déploiement de ces missions. Et puis à partir de 90, nous passons à une nouvelle génération, et c'est la deuxième génération des OMP, des opérations de maintien de la paix, c'est les opérations, les peace et making, c'est-à-dire que des missions de fabrication de la paix ou encore de renforcement de la paix. Et mission Sayo qu'a déployé avec ou sans autorisation de l'État du territoire. Et puis à partir de 2005, nous passons à une troisième génération qui c'est les opérations de peace building, c'est-à-dire de construction de la paix, qui gagne un cadre, un mandat beaucoup plus général, qui n'est pas forcément centré sur l'aspect sécuritaire. Dans Haïti, qui ça? Eh bien, nous l'avons peace building.
déjà, le point 6 de la résolution 2350 créant la Minijust, nous sommes capables de comprendre qu'il y a au moins 4 aspects et le mandat Minijust là, qui n'est pas forcément centré sur l'aspect sécuritaire. Il y a un aspect sécuritaire là tout, mais il y a surtout le renforcement de l'état de droit, il y a surtout le renforcement du secteur justice, etc. Ce qui base, ont décidé, sorti de ministère à Minijust, et ont décidé tout, regarder mission et après, il faut ce qui a apporté là. Et sur qui base? C'est sur l'évaluation du bilan de la mission sortante. Si vous estimez que la situation est pas suffisamment appropriée pour être capable de faire une sorte de désengagement total. Donc, ça capable d'inspirer le fait que vous créez une nouvelle mission beaucoup moins lourde pour assurer une certaine transition vers un désengagement total. Je pense que le déploiement Minijust là rentrer dans le cadre de ça. C'est-à-dire que les Nations Unies essayaient de préserver les acquis réalisés, enfin les soi-disant acquis réalisés par la MINUSTAH. Là maintenant, pour mission déployée, est-ce que vous avez un contrat qui lie l'État haïtien avec les Nations Unies? Par principe, c'est une habitude au niveau des Nations Unies que depuis un organisme des Nations Unies, pas seulement une mission de maintien de la paix, il suffit que un organisme, par exemple, le PNUD qui a siège en Haïti, ou l'OMS qui a siège en Haïti. Depuis un organisme des Nations Unies qui a établi sur le territoire de l'un de ses États membres, il a signé ou entente, une sorte d'accord qui portait le nom d'accord de siège, qui pourra déterminer le statut de l'organisme en question sur le territoire de l'État, mais qui pourra déterminer également le statut juridique du personnel de la mission. Parce que le personnel aux missions internationales, ou bien des cadres internationaux, des fonctionnaires internationaux, ou bien des fonctionnaires locaux. Suivant la nature ou encore l'origine nationale de ces fonctionnaires, ils sont capables d'être régis par des statuts différents, par des statuts juridiques différents. Et le plus souvent, point considéré dans l'accord de siège, c'est l'immunité de juridiction pour les cadres internationaux. Maintenant, qui apporte l'État haïtien, par exemple, gagné dans mettez campé accord de siège ça? D'abord, accord de siège là, c'est représentant Nations Unies qui propose par commodité, par courtoisie aux représentants de l'État du territoire. Vous dites par courtoisie? Par courtoisie. Il n'est pas obligé? Il n'est pas obligé. Pour qui ça? Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'accord de siège qui est en train d'être discuté au Parlement actuellement. Ce n'est pas l'accord de siège qui est le problème. Le problème, c'est la nature de la résolution 2350 créant la Minijust. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que la résolution 2350, comme ça a été le cas pour les 17 ou les 16 autres résolutions sur la MINUSTAH depuis 2004, résolution ça a été adoptée sous l'égide du chapitre 7 des Nations Unies. Ce n'est pas sous l'égide du chapitre 6. Il faut expliquer vous que ce chapitre 7 là. Ce qui fait que chapitre 7 là, c'est lui qui exprimait tout pouvoir de contrainte des Nations Unies. Les Nations Unies sont une organisation complexe qui est fondée sur deux aspects. Un aspect intergouvernemental ou un aspect supranational. Aspect gouvernemental là ou international là, lors de ça, tout pays membre yo ont droit de citer, ils ont droit de négocier d'égal à égal avec l'autre pays ou encore avec les Nations Unies. Ils ont droit de dire qu'ils acceptent telle décision ou ils n'ont pas accepté telle décision. Mais lorsqu'on aspect supranational là, qui est exprimé par le chapitre 7, eh bien, pays membres pas dit qu'ils n'ont pas d'accord à une décision qui a été régulièrement, légalement adoptée sous l'égide du chapitre 7. Pour ça, parce que ils ont estimé que le chapitre 7 représente ce qu'on appelle un acte supranational, mais un acte objectif dans le droit international. Il aller au-delà du principe PIA? Il y aller au-delà, non seulement du principe PIA, mais il y aller au-delà des autres règles du droit international. Ah bon? C'est une règle supranationale. Nous sommes dans la supralégalité internationale. Il y aller au-delà de ça. Ça veut dire, mais est-ce que tout c'est pas pour des pays qui sont des entités ingouvernables que ils ont appliqué généralement à chapitre 7 là pour lui? Évidemment, le plus souvent où est que vous évoquez le chapitre 7,
dans les cas où les pays sont en difficulté. Difficulté de gouvernance, difficulté de gouvernabilité, difficulté politique, difficulté sécuritaire, mais ce n'est pas forcément pour seulement pays qui est en difficulté que vous évoqué le chapitre 7. Pour qui ça a été évoqué chapitre là pour nous pour Haïti dans ça? Parce qu'à l'époque, on a parlé à l'époque de 2004, lorsque on avait évoqué le chapitre 7 pour la première fois, eh bien à l'époque, il était estimé que la situation haïtienne était une situation qui portait atteinte à la paix régionale ou à la paix internationale, ou encore était une situation menaçant la paix régionale ou la paix internationale. Et alors, il faut dire aussi que dans la Charte des Nations Unies, ou encore dans la pratique des Nations Unies, de déployer les opérations de maintien de la paix en cas de menace à la paix ou en cas de rupture à la paix internationale, il était considéré uniquement des situations de conflit entre deux ou plusieurs pays. C'est pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, à partir de 2004, il faut considérer une situation interne à un seul pays comme étant un cas de rupture ou encore un cas de menace à la paix internationale. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point que Haïti a nourri la doctrine au sein des Nations Unies? C'est-à-dire que pour la première fois dans toute l'histoire des Nations Unies pourraient accepter évoquer une situation interne à un pays comme un cas de menace ou un cas de rupture à la paix. Alors que avant, c'était une situation impliquant deux ou plusieurs pays. Mais... Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que la résolution, pour être adoptée, pour être légale, doit être adoptée par la majorité, déjà par tous les États ayant un siège permanent. Les 5 États ayant un siège permanent au Conseil de sécurité et par la majorité des États membres du Conseil de sécurité, ce qui a été le cas. Donc, c'est pour vous dire que la résolution a été régulièrement adoptée. Maintenant, argument qui était utilisé pour faire valoir situation haïtienne dans le cas d'une menace à la paix ou d'une rupture à la paix, c'était pour dire que même lorsqu'il s'agissait d'une situation interne, mais Haïti représente ce qu'on appelle un voisinage nocif. Ah bon? Un voisinage nocif veut dire que même lorsque vous vivez au pourquoi, situation concernée, mais situation créée, générer ce qu'on appelle des effets induits qui affectaient l'autre pays. Et l'autre pays, qui affectaient l'ordre public international. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être en débat. En quoi la situation de 2004 aurait pu affecter l'ordre public international. Mais là, vous avez souligné, il y a un rapport qui est dressé après passage ministère qui fait comprendre qu'il y a des actes qui détiennent des discours et Mme Honoré, qui effectivement croit qu'il y a des actes, même s'il croit tout, il y a des débats qui méritent améliorer sous terrain. Mais pour qui ça, ce chapitre 7 là toujours qu'il y a malgré à qui ça est sur Bouillard? Le plus souvent, la faute revient aux représentants diplomatiques haïtiens. Parce que à chaque fois, il y a pour le mandat MINUSTA, il y a un rapport périodique puis fait et rapport ça le plus souvent le gouvernement haïtien à travers ses représentants diplomatiques accepter contenu comme tel. Et à chaque fois par remettre en question rapport ça qui définit situation haïtienne comme une menace à la paix, eh bien, le Conseil de sécurité, à chaque fois, le réunit pour prendre une décision, l'a toujours adopté sous l'égide du chapitre 7. Ce qui fait que c'était aux représentants diplomatiques haïtiens de défendre la situation haïtienne comme n'étant pas une situation de menace ou de rupture à la paix, ce qui n'a jamais été le cas, malheureusement. Est-ce que le chapitre 7 n'a pas plus pouvoir tout à Nations Unies? Mais c'est justement le chapitre 7 là qui baille Nations Unies, ça a pouvoir d'action, son pouvoir d'action dans les relations internationales ou sur le territoire, non seulement des États membres, mais également des États non membres des Nations Unies. C'est le chapitre 7. Parce que le chapitre 7 là, c'est accorder à Nations Unies des pouvoirs élargis qui sont capables de respecter la volonté même des membres fondateurs des Nations Unies. Ils ont passer outre de ça, membres fondateurs voulaient. Oui, tout à fait. Depuis résolution adoptée ou encore décision adoptée de manière régulière, on doit prendre décision contre même aux membres fondateurs. C'est le cas de Haïti qui est un membre fondateur des Nations Unies. Mais si c'est le chapitre 6 là, qui vient le tapis même? Si c'est chapitre 6 là, d'abord, aspect supranational là, pas existé.
aspect contrainte là pas existé, ce qui fait que Haïti et Nations Unies tap négocié tap deux partenaires d'égal à égal. Okay. Mais là, c'est depuis la résolution tu as voté pour nous faire valoir ça. Depuis avant, depuis le dernier rapport qui permettre au Conseil de sécurité à inspirer pour le prendre pour adopter la prochaine résolution dans le cadre de la résolution 2350. Depuis le cadre de présentation rapport ça, eh bien, le gouvernement haïtien, à travers ses représentants diplomatiques, aurait dû réagir en ce sens pour faire valoir le fait que là, si on doit avoir une mission de transition à la MINUSTAH, eh bien, cette mission doit être régie par le chapitre 6 et non le chapitre 7 des Nations Unies. Est-ce que par un moyen pour remettre en question une résolution qui est régulièrement admise au niveau de l'ONU? Juridiquement, non. Juridiquement, non. Juridiquement, non. Pourquoi? Parce que seuls les membres du Conseil de sécurité peuvent revenir sur la décision. Si ils n'ont pas souhaité, ils ne sont pas capables de retourner sur décision. Juridiquement, non. Mais politiquement, tout est possible. Parce que, pourquoi je dis politiquement, tout est possible? Parce que, rappelez-vous qu'en 2006, et 15 jours avant le départ, la fin du mandat du gouvernement provisoire, eh bien, le Premier ministre, ou le gouvernement à l'époque, avait conclu un accord avec les Nations Unies sur la réforme de la police nationale. Mais accord là, il y a un rapport avec la police nationale seulement dans le titre là. Parce que le titre, c'était l'accord sur la réforme de la police nationale. Mais le contenu de l'accord portait atteinte à un ensemble de secteurs régaliens de l'État haïtien, qui pas concerné uniquement la police nationale, question de sécurité, qui concernait même la politique étrangère haïtienne. Parce que tu as un article dans l'accord qui dit, écoutez, le gouvernement haïtien a deux voies libres pour soumettre à représentants MINUSTAH tout projet d'accord avec des États étrangers pour être capable de voir si contenu pas affecté mission MINUSTAH. Mais c'était de n'importe quoi. C'était c'était un acte qui portait atteinte à l'expression même de la souveraineté extérieure d'un pays en matière de politique étrangère. Donc, accord est signé et accord a dit que la entrée en vigueur dès la signature, ce qui violait la constitution haïtienne. Vous laissez ça, pas de parlement. Pas de parlement, certainement. Mais nous, avons dans le secteur et dans la population, dans la société civile là, qui était campé contre l'accord, parce que moi-même personnellement, j'ai publié un article dans Nouvelliste qui était alerté l'opinion publique nationale sur la question, et ça fait scandale. Parti Espoir qui était tapé le pouvoir dans 15 jours, manifester volonté contre l'accord, les Nations Unies étaient obligées de faire retrait. Écrire une lettre par le président et le premier ministre de l'époque pour dire, écoutez, les Nations Unies acceptent de ne pas appliquer l'accord. Donc, si les Nations Unies acceptent pour ne pas appliquer résolution 2350 là, eh bien, c'est seul eux-mêmes qui est capable de faire. Donc, le débat au Parlement, c'est une bonne chose, mais l'issue du débat, et j'ai beaucoup de doutes sur l'issue du débat. Nous allons parler de ça, alors, mais au fait, résolution 2350, c'est baptistère mini-juste là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est cadre légal mini-juste là. C'est vrai cadre légal là, tu es capable de plus renforcer si nous avons un accord de siège qui ratifié par le Parlement, conformément à la Constitution haïtienne, mais malheureusement, l'accord de siège est signé par le... Qui est-ce l'accord de siège là? L'accord de siège là, c'est lui qui établit le statut de la mission et le statut des membres de la mission sur le territoire de l'état d'intervention. Mais d'après M. Diallo, qui, selon ça qui rapportait d'ailleurs dans des... Oui, il parlait d'une entente administrative. Oui, oui. Mais suivant la façon ou adopter accord là, on doit dire son simple engagement administratif, on simple entente administrative, soit adopté de manière informelle, de manière non solennelle. Donc, on doit dire c'est une entente administrative. Il dit de manière informelle, de manière non solennelle, ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que vous ne pas impliquer le Parlement dans le débat sur la légalité de l'accord. Mais si ce chapitre 7 là, vous pensez Parlement, tu as une parole par le Non, non, pas forcément. Non. Parce que pour adopter une décision sur le chapitre 7, la décision est directement opposable à l'État contre lequel la décision a été adoptée. Directement opposable.
non seulement la décision est opposable à l'État contre lequel la décision a été adoptée, mais la décision est opposable également même aux États tiers qui ne sont pas concernés par la décision. C'est là que le chapitre 7 est très fort. Là maintenant, c'est, je veux dire, juridiquement, c'est porte la fermée, mais peut-être politiquement, capable toujours d'une possibilité. Oui, bon, oui, tu as toujours une possibilité de négociation. Mais je veux dire, là, je vais jamais essayer de comprendre, et les spectateurs, tout. Ouais, résolution, c'est ouais, tout mission honnête dans lui-même. Si je veux dire, d'arriver à faire ça. En réalité, soit regarder le seul point, le seul point, la résolution 2350 là, que moi pas d'accord, c'est point 12 là, le point 12 de la résolution. D'ailleurs, c'est point 12 là qui consacrait le fait que la résolution a été adoptée dans le cadre du chapitre 7, qui montrait que mission mini-juste là, les pouvoir, les Nations Unies a le pouvoir pour utiliser n'importe qui moyen pour le remplir mission. Ah bon? Oui, c'est le point 12. Donc c'est pour vous dire que la résolution a été adoptée véritablement sous l'égide du chapitre 7. En dehors de point 12 là, tout l'autre point qui concerne la résolution 2350, c'est des points qui sont raisonnables, qui sont acceptables. Le point 12 là, quoi ça fait problème, ça t'a mérité? Oui, c'est point 12 là qui... Parce que imaginez, sont une force étrangère, une mission étrangère qui a autorisation, qui a capacité pour l'utiliser n'importe qui moyen pour le remplir mission. C'est-à-dire que il doit remplir mission avec ou sans l'aval des autorités politiques du territoire. Comment ça fait? C'est discussion faite avec le représentant Haïti dans les Nations Unies, lui-même il a acheminé la chancellerie haïtienne, et puis après ça pour accord de siège à signer. Qu'est-ce que ça y est généralement? En général, si accord de siège là, le draft de l'accord, de tout traité ou de tout accord, et notamment d'un accord de siège spécialement, c'est-à-dire que les Nations Unies communiquent aux représentants et diplomatiques haïtiens aux Nations Unies. C'est-à-dire que l'ambassadeur Régis, qu'on a charge à l'ambassadeur Régis de communiquer le draft de l'accord au gouvernement haïtien via le ministère des Affaires étrangères. Mais apparemment, ce n'est qu'une formalité d'usage. Parce que dès lors que la résolution a été adoptée sous l'égide du chapitre 7, eh bien, un pays n'est pas capable de retourner sur la résolution. Qu'aussi un compassien, parce que la résolution 2350 prime sur toutes les autres règles. Alors là, c'est comme Dakadjou, ou lié par rapport à sa adoption de résolution. Oui, parce que Haïti était membre Haïti est membre des Nations Unies, Haïti est membre fondateur des Nations Unies. Des représentants haïtiens ont participé dans la négociation de la Charte des Nations Unies, également dans les articles, les 13 articles du chapitre 7. Donc, ce qui fait que dès lors que Haïti est ratifié la Charte des Nations Unies, Haïti est lié par le chapitre 7. Maintenant, est-ce que avant résolution votée, est-ce qu'on débat fait avec les différents pays membres ou bien c'est au niveau du Conseil de sécurité que discussion est faite? Discussion faite et elle est ouverte aux représentants du pays en question. Okay. Et tous les États membres du Conseil de sécurité prennent part au débat certainement, mais la discussion est ouverte également aux représentants des pays membres. Et là, maintenant, Haïti est participé. Des pays, en fait, de l'État du territoire. Haïti est supposé participer dans la discussion, oui. Avant résolution et me mettez d'accord sur lui, jusqu'à ce que vous puissiez voter, quoi. Non, mais évidemment. Mais là, je dis, il y a une convocation à l'extraordinaire et pour le Parlement, pour le corps législatif. Convocation ça, ça doit permettre, le Parlement, disons, sous accord de siège, et qui vient pour avec Minujust dans le pays. Monsieur Dialosi, quelle que soit la décision qu'il prend, il n'y a pas bien pour ça eux-mêmes parce que son entente administrative qui fait que mission établie dans le pays. Maintenant, qui prend à venir, n'est-ce pas vrai, et décision qui prend prendre, je dis, au niveau du Parlement, dans sa gain pour avec Minujust, il y a plusieurs sénateurs qui parlaient de ça, notamment le président du Sénat qui croit que après tout ça qui vient de passer avec ministère, exaction, monsieur fragile, les petits garçons, nous allons quitter mon enceinte, etc. Et tribunal ici n'est pas capable de travailler sur le dossier ça, il faut que tu aies un statut juridique, même ministre. C'est ça que nous allons regarder dans la deuxième partie de l'émission 1. Invitez-nous aujourd'hui, c'est le professeur James Boyard, spécialiste dans le droit international, Naptonner. Professeur Boyard et monsieur Damio, dans le niveau Parlement, il a ouvert cette session extraordinaire là. Il y a un point dans le menu, c'est accord siège qui est l'État avec les Nations Unies pour Minujust.
Qui t'a doué comportement parlementaire, l'en tenu compte de tout ce qu'on dit là, résolution fin adoptée, monsieur Dialogue parlait de entente administrative. Et le Parlement haïtien, comme c'est le cas pour tout Parlement, c'est un lieu de débat politique. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que il y a un débat sur une question donnée, c'est quelque chose qui est important. Donc, même si que moi j'ai des doutes sur l'issue du débat sur la question de la remise en question de l'accord de siège instituant la mini-justice ou la résolution 2350. Et ce qui fait que là où le débat est intéressant et peut porter fruit, c'est lorsque le Parlement arrive à dégager assez de consensus au niveau national pour peut-être obliger les Nations Unies à redéfinir le statut de la mini-juste et à adopter une nouvelle résolution sous l'égide du chapitre 6. Là, ce serait une bonne chose. Le deuxième point, c'est que même lorsque j'ai encore des doutes que le Parlement haïtien pourrait arriver à forcer les Nations Unies à faire un retrait par rapport à la nature de la mini-juste, un deuxième point qui est assez intéressant que débat qui permettre justement que l'autorité haïtienne yo vini plus vigilant par rapport à tout ce qui concerne les discussions aux Nations Unies sur la mini-juste ou sur l'avenir de la mini-juste. Qui fait que m'a pensé que il est très mal vu pour la communauté internationale que la prochaine résolution rallongeant le mandat de la mini-juste, que cette prochaine résolution soit adoptée sous l'égide du chapitre 7 et non sous l'égide du chapitre 6. Ça me dit que il se pourrait que même lorsque le débat ça a fait au Parlement pas porter le fruit qui est convenu, à savoir le changement de statut juridique de la mini-juste, débat qui permettre que le gouvernement haïtien et les Nations Unies acceptent pour les 6 prochains mois que la mini-juste soit régie par le chapitre 6 et non plus par le chapitre 7. Parce qu'il y a un argument, sénateur, notamment des sénateurs La Tortue, président Sénat, a parlé de ça. Pour MINUSTA, il y a un ensemble d'exactions qui sont faites. Et si moun, par exemple, il y a des femmes qui sont enceintes là, si moun yo dans une situation difficile, si garçon tout que, n'est-ce pas, que dit un fragile, ils ont parlé tout de question choléra. Et pas aucun tribunal ici qui est capable de trancher sous caillou, puisque le principe de l'immunité de juridiction. Le principe de l'immunité de juridiction. Est-ce que là, c'est ça qui a avancé comme argument? Oui, ce principe est également remis en question par les parlementaires ou par certains secteurs haïtiens. Voilà, maintenant, est-ce que c'est surtout là que M. Dame parlementaire a voulu aller? Là, on dit le moyen statut juridique, mon monsieur. Oui, mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que le principe de l'immunité de juridiction qui est accordé au casque bleu est un principe général. C'est un principe impératif dans le droit des Nations Unies. Et il y a une politique qui, derrière le principe de l'immunité de juridiction des casques bleus, on connaît que les Nations Unies ne peuvent pas avoir ses propres forces armées. Les Nations Unies sont obligées de compter sur des contingents armés de ces États membres. Les négocier avec eux, les demander prêter moins soldats mais en la discussion, le pays ça a toujours exigé des Nations Unies une certaine garantie, une certaine protection pour les soldats, pour ces policiers. Et c'est la seule garantie que les Nations Unies peuvent offrir aux États ayant contribué en termes de troupes, en termes de casque bleu, mais c'est l'immunité de juridiction qui fait que les soldats, les policiers étrangers ne seront pas justiciables des cours et tribunaux et pas devant la juridiction locale, mais seront justiciables uniquement des cours et tribunaux du pays d'origine de ces soldats, de ces casques bleus. Ce qui fait que même lorsqu'on a parlé de l'immunité de juridiction, nous pas parlé de l'impunité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas qu'à juger la CAO que l'IPA qu'à
juger ailleurs. Les cas jugés d'abord, si c'est une violation, et en cas de violation de droits de l'homme, et ils tirent moun, ils violent moun, ça sont un crime de droit commun, ils sont supposés juger par devant tribunal la caillou. Ce qui fait que un dossier de justice que la partie haïtienne doit élaborer d'abord pour servir de base à la saisine du tribunal étranger. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si Casque Bleu Sayo est coupable de crimes, de violation des droits humanitaires, je ne vais pas parler de droits de l'homme, de droits humains seulement, non. Je vais parler de droits humanitaires, c'est-à-dire des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Mais il n'y a pas seulement justiciable par devant leurs tribunaux d'origine, de leur état d'origine, il n'y a pas justiciable par devant la juridiction pénale internationale. Maintenant, et Parlement qui voulait faire changement ça au niveau statut? Non, malheureusement, le principe est défini et les Nations Unies ne pourraient pas revenir sur la question, même lorsque les Nations Unies auraient la volonté de le faire, les Nations Unies n'ont pas les moyens de le faire parce que les Nations Unies ne disposent pas de ses propres forces. Les Nations Unies doivent faire appel à des prêts de contingents armés de ses États membres. Mais dans ça, ce qui ça Parlement va le faire là avec accord ça? Avec l'accord de siège ou l'entente administrative, comme disait le représentant de la Minijust, eh bien, il n'y aurait aucun changement. Aucun changement, mais comme je vous dis, le débat est quand même important. Parce que le débat pourrait peut-être permettre une modification du statut de la mission à l'avenir. Mais au cas où M. Damou a décidé de faire changement quand même, qui a venu changement ça? Par rapport au Parlement, au Parlement haïtien. Oui. Non, et ces changements ne seront pas applicables ni opposables aux Nations Unies ou à la Minijust. C'est comme tu as dit qu'à bout de la guerre, fin passé? Oui, c'est ça. C'est une question juridique. C'est-à-dire que c'est la charte qui définit la procédure comme telle. C'est la charte des Nations Unies. Maintenant, il y a un débat qui a toujours fait pour s'il y a bien pour renouveler le mandat. Tout à fait. Pour mission. J'insiste sur le fait que ce n'est pas l'accord de siège qui est important. Les parlementaires doivent comprendre, c'est le fait que la résolution a été adoptée sous l'égide du chapitre 7. Il faut maintenant conduire le débat dans ce sens-là. Faire en sorte que la prochaine résolution rallongeant le mandat de la Minijust soit adoptée sous l'égide du chapitre 6 et non sous l'égide du chapitre 7. Si la prochaine résolution est adoptée sous l'égide du chapitre 6, eh bien, point 12 là, qui baille Minijust tout pouvoir pour utiliser n'importe qui moyen, eh bien, terme ça ne peut pas exister dans la prochaine résolution. Mais est-ce que le chapitre 6 a bien une question d'immunité de juridiction? Nous n'avons qu'à remettre la question? Alors, ce qui fait que le fait que la prochaine mission, on l'aurait souhaité, serait régie par le chapitre 6, eh bien, nous n'avons pas même des militaires avec soldats qui déployés. Nous sommes capables seulement de gagner des cadres internationaux, des spécialistes. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, question immunitaire, on ne doit même pas poser. Comment l'exécutif a approché la question ça? Puisque le Parlement demande des fois à quoi vient devant, à quoi effectivement la journée, et le représentant des Nations Unies dit qu'on va pour ça pour le faire dans le niveau Parlement. Comment gérer tout ça? Eh bien, le pouvoir exécutif ne peut rien faire. Le pouvoir exécutif, la seule chose qu'il peut faire, c'est de soumettre l'accord au Parlement, il l'a fait. Maintenant, quelle que soit la nature de la décision du Parlement, eh bien, le gouvernement ne pourra pas réagir ou encore donner suite à la décision du Parlement légalement. Même s'il publie parce que dans un sens, la Charte des Nations Unies, notamment le chapitre 7, est supérieure à toute règle fondamentale interne de quelque pays que ce soit, même des États-Unis. Même des États-Unis. Mais est-ce que tout à quoi c'est ça? Il n'y a pas de temps de bénédiction au Parlement avant de entrer en application, professeur Bouya, puisque là, nous avons un Parlement qui a fonctionné. Oui, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas l'accord de siège. Parce qu'avec ou sans accord de siège, depuis résolution a été adoptée sous l'égide du chapitre 7, eh bien, nous avons toujours gagné un mini-juste là qui a déployé. Et si ce n'est pas le mini-juste là, c'est l'autre mission, il a toujours déployé. Le problème, c'est le chapitre 7 qui est le problème. Parfait. D'accord? Ce n'est pas forcément l'accord de siège. Ok, moi, je dis tout à l'heure en 2006,
bon accord entre les Nations Unies et Haïti, et puis vous quand même vous mettez en question. Oui, mais c'était une décision volontaire des Nations Unies, parce que les Nations Unies viennent comprendre que la communauté haïtienne n'a pas accepté l'accord. Il y a une mobilisation générale à l'époque, sur la base de l'article que j'avais publié dans le Nouvelliste, et même, imaginez-vous, les partis politiques, et particulièrement le parti Espoir qui était arrivé au pouvoir avec Prival, était très mobilisé derrière contre accord ça, qui fait que les Nations Unies étaient obligées de faire le retrait de l'accord. Mais dans le cas, ça capissage, que le Parlement, bon, juste constater que voilà, qu'on a un accord qu'il y a avec les Nations Unies pour Minujust, et puis avancer, quitter le passé, quitter le marché, ou bien c'est quand même faire débat sous lit. Faire débat toujours important, d'autant plus que le débat pourrait à l'avenir permettre et forcer les autorités haïtiennes à être plus vigilantes. Les autorités haïtiennes et du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif à être plus vigilantes, une première chose, et à vouloir également renégocier les futurs mandats de la Minujust. Donc c'est une bonne chose d'avoir le débat. Mais selon vous, pas intérêt à le faire vote contre ça que déjà voté. Bon, même si ils font vote contre l'accord, cette décision ne sera pas opposable à la Minujust ni aux Nations Unies. Oui. Et le gouvernement ne pourra pas exécuter, donner suite à cette décision du Parlement. Ok, mais est-ce que dans le cas ça tout, bon, pas d'accord pour une résolution. Une résolution du Parlement qui t'a dit, ben dans le prochain renouvellement, mais comment voilà, c'est la seule issue. Voilà. Et puis pour résolution. Et bien justement, et pour négocier la future mission, les futures résolutions. Ouais. Et à ce moment, peut-être résolution, ça va être l'exécutif là, et puis chancelier a connaît qui ça Parlement et penser de genre résolution à monter voilà. À l'avenir. Et pouvoir exécutif là, pour la chancellerie et autorisation ou recommandation pour lui renégocier à l'avenir et la nature de la résolution pour éviter que les prochaines résolutions ne soient plus adoptées sous l'égide du chapitre 7, mais de préférence sous l'égide du chapitre 6. Parce que là, si le Parlement vote qui contraire ça qui est à côté là et puis il n'est pas appliqué, le Parlement a perdu la face. Oui, le Parlement a perdu la face. Donc c'est pour ça que moi, je préféré que effectivement faire un débat sur lui. Et puis il y a des parlementaires très avisés au Parlement, suivant arguments que Yopotea, si c'est les mêmes arguments que moi je suis en train de développer, eh bien les sénateurs et les députés sauront que sont pas capable de faire autrement que accepter la Minujust telle qu'elle et renégocier la nature de la future Minujust. Attendez, M. Diallo-Dou, je vais un commentaire, parce que nous allons faire une émission tout à l'heure, qui, selon sa rapporté, par rapport à la déclaration de fait, il m'a dit pas collaborer à la question de l'armée au même temps. Bon, écoutez, je crois qu'une fois, j'avais participé à une émission sur la question de l'armée. Il y a un principe, c'est-à-dire que l'armée est du domaine de la politique extérieure de l'État, l'armée est du domaine de la souveraineté extérieure de l'État. Ce qui fait qu'un pays n'a pas à solliciter l'autorisation à un organisme étranger ou à un pays étranger pour avoir son armée. Ça, c'est un fait. Le seul fait qui est discutable par rapport à ce projet d'avoir l'armée, c'est quel modèle d'armée, quelle est la doctrine de l'armée. Donc, le problème, le débat doit être orienté autour du modèle d'armée qu'on veut avoir, autour de la doctrine d'emploi de l'armée, parce qu'il ne faudrait pas prendre le risque de créer une armée qui va occasionner, qui va générer de nouveaux problèmes de sécurité pour le pays, de nouveaux problèmes de violation des droits de l'homme. Tout c'est pas la question de doctrine. C'est la question de doctrine. Doctrine. Et même au état-major, un sénateur par les semaines, et vice-président du Sénat, qui lui-même n'est pas d'accord pour gagner des anciens regardés de FADH là qui intègrent une nouvelle force armée. Non, mais c'est techniquement impossible pour pas gagner des anciens gradés de FADH. C'est techniquement impossible. Parce que si on a parlé de état-major, on a parlé des généraux, des colonels, on a parlé des majors, des capitaines. Et bien, écoutez, côté nous prendre tous les gros gradés, on va pas recruter deux jeunes de 25 ans, de 26 ans pour avoir des généraux de 26 ans, de 25 ans. On ne sera pas respecté comme pays. Mais là, l'idée, c'est peut-être faire vetting autour de ce monde. Oui, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que ou étudiants antécédents
des anciens officiers de l'armée et ceux qui peuvent encore travailler et intégrer la nouvelle force. Et puis en fonction de Viting là, et puis vous sélectionnez, quitte à accorder des promotions à certains d'entre eux pour atteindre, s'ils n'ont pas eu le grade de général, pour atteindre le grade de général ou le grade de colonel. Mais on est obligé d'utiliser certains hauts officiers de l'ancienne FADH. C'est inévitable. Non seulement c'est inévitable, mais c'est souhaitable. Est-ce que c'est pour parler de la doctrine? Non, la doctrine a supposé qu'elle existait déjà. Okay. Avant tout. La doctrine, c'est le premier outil, le premier document qui devait exister avant même l'implémentation de ce projet de l'armée. Donc, il faut avoir la doctrine, il faut avoir tous les documents de règlement sur l'armée, et puis il faut avoir l'état-major. Il faut constituer l'état-major. Quitte à avoir un état-major provisoire. On peut avoir un état-major provisoire. Quitte à avoir un état-major provisoire, mais ce sont les trois étapes. Les trois premières étapes à suivre. Est-ce que la doctrine t'a inspiré le sac que tu dit, par exemple, dans le fameux livre blanc? Et moi-même, j'ai quelques soucis avec le livre blanc parce que le livre blanc n'est pas respecté première étape là, c'est-à-dire qu'ils font évaluation des ressources militaires. D'accord? Et qui font évaluation également ce qu'on appelle une étude de risque en termes de menaces militaires. Donc, il n'y a pas vraiment une doctrine consacrée dans le livre blanc. Mais c'est qui est-ce qui vous chute sur lui? Qui est-ce qui vous travaille sur lui? Le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense qui représentait le gouvernement haïtien. C'est le pouvoir exécutif qui doit se prononcer sur la doctrine. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les membres de l'armée, ce n'est pas l'état-major. C'est pour cela qu'il faut commencer par la doctrine avant l'état-major. Donc, puisque c'est le gouvernement, c'est le gouvernement qui est élu. Donc, c'est le gouvernement qui a le pouvoir de déterminer l'orientation et la nature de la force armée. Alors, donc, ce n'est pas le pouvoir du militaire, ça, c'est le pouvoir du gouvernement civil. Donc, c'est libéral défini, orientation et puis nature, ça va le faire. Orientation, nature et statut et force armée. Tu as compte de comment ça est dans la région? Oui, c'est pour cela que la doctrine, en général, est une doctrine universelle. C'est la même doctrine qui est applicable au niveau des États latino-américains, qui est applicable aux États-Unis, qui fait que l'armée n'est pas un outil de la politique intérieure, n'intervient pas en matière de mission de police sur un territoire. C'est pour ça que les Mounio, moi-même, je suis favorable au retour de l'armée haïtienne, bon, pas la même armée, à l'établissement d'une nouvelle force armée. D'ailleurs, j'étais le premier à publier des articles favorables à l'établissement de l'ordre militaire à l'époque où la société civile n'osait, où les anciens militaires n'osaient même pas parler de l'armée, parce qu'on était au temps fort du gouvernement d'Aristide. J'étais le premier article à être publié et à être favorable à l'armée, c'était mes articles. C'est-à-dire les militantismes pro-militaires se sont exprimés bien longtemps après moi. Mais malgré ça, il y a jusqu'à présent l'impression que c'est un consensus qui fait autour de remobilisation ou pas. C'est une question nationale qui doit être débattue par la nation, avec tous les secteurs de la société civile, secteur universitaire, secteur politique, et secteur droits de l'homme, etc., secteur de la presse aussi. C'est l'une des choses que j'ai contre le livre blanc, parce que depuis 2012 ou 2013, le livre blanc a été publié, a été adopté, mais personne ne peut consulter le livre blanc, alors que l'objectif du livre blanc, c'est de permettre à un aspect de la politique de défense du pays d'être consultable. Parce qu'il y a un objectif derrière l'adoption d'un livre blanc. Quel est le premier objectif d'un livre blanc? C'est de favoriser le débat sur certains aspects de la politique de défense. J'ai dit certains aspects parce qu'il y a des aspects qui doivent rester secrets. D'accord? Mais... Des aspects de quoi ça? Oh, des aspects très stratégiques qu'on ne peut pas partager avec les pays étrangers, qu'on ne peut pas partager avec certains secteurs
de la vie nationale, parce que c'est des aspects extrêmement stratégiques. Mais le principe sur la politique de défense, les grandes orientations doivent être discutées non seulement avec les secteurs locaux, mais ces aspects-là doivent être connus également par les États étrangers. C'est pour cela que le deuxième objectif d'un livre blanc, c'est ce qu'on appelle construction. Ça permet de construire la confiance avec les États, les autres États étrangers. Il a encouragé pour que le débat continue. Oui, il faut qu'il y ait un débat. Parce que la Guadeloupe est une date assez intéressante, le 18 novembre. Et le ministère des Finances fait un tas pour que la remobilisation de l'armée a fait un date ça. Utiliser ça comme un prétexte. Oui, et puis il faut nous capables de déterminer également les ressources à engager dans l'établissement de cette armée. Non, je parle des ressources financières, notamment des ressources financières en termes de taxes. Par exemple, l'assiette fiscale telle qu'elle est, on ne peut pas créer une armée en utilisant des ressources aussi maigres. Donc l'armée est très budgétivore, donc ce qui fait qu'on doit déjà déterminer les ressources financières. C'est pour cela que le débat doit concerner tout le monde, parce que même les secteurs qui demandent l'armée doivent être conscients qu'ils ont un sacrifice à faire. Et le sacrifice, il faut payer le prix. Donc si la nation accepte de payer le prix, et on peut même déterminer une taxe spéciale pour l'armée. Mais là, c'est la contribution de l'ensemble de la nation. D'où la nécessité du débat. D'où la nécessité du débat. Professeur Bouya, je suis content de parler avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme toujours, c'est un plaisir TNH. Voilà, notre invité ce matin, professeur James Bouya, spécialiste en droit international, avec l'INDA PFM ISO.SA. On peut mettre de regarder les questions de mission médecin de la paix avec le ministre privé dans le pays. Le débat qu'a fait, est-ce que nous sommes capables de voir et accord là, et nous garder des résolutions qui sont adoptées à venir. Les débats qu'a fait au niveau du Parlement. Et puis, en dernier lieu, nous ferons passer les questions de remobilisation, force l'armée, pays d'Haïti. Merci tout le monde qui était avec nous aujourd'hui. Sous télé en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, mon cher.